Je disais bonjour à toutes pour ce deuxième cours du Cercle de l'Art avec Célia Racco-Tondreni qui va nous apprendre comment démystifier la peinture et avoir la peinture à l'huile et développer une approche plus écologique. C'est donc le deuxième cours de cette saison 2 du Cercle de l'Art. Et d'ailleurs, ce sera pas le dernier, mais c'est le dernier pour un beau moment, puisque le prochain sera le 4 juillet, qui sera donc plutôt tourné vers le papier avec Marie Lomé. Euh, je vous propose du coup de vous expliquer comment se déroulera ce cours. Donc, Célia va prendre la main avec une super présentation qu'elle vous a préparée ces dernières semaines. Moi, j'ai eu la chance de le voir parce qu'on l'a préparé ensemble. Et déjà, c'est très beau, ça va être très, très agréable à regarder et aussi, je pense, à écouter. C'est aussi très, très complet. Euh, il y a vraiment voilà, il y a beaucoup de contenu, du contenu de grande qualité. Célia, elle a aussi rassemblé des conseils très, très pratiques qui vont vous faire gagner énormément de temps à celles qui veulent développer cette pratique ou celles qui n'ont pas encore osé vraiment se lancer pour des raisons justement voilà, de mystification de cette peinture. Donc, ce que je vous propose, afin de pouvoir vraiment dérouler tout le cours jusqu'au bout et dans les temps, c'est de poser vos questions dans le chat. Et donc, c'est moi qui prendrai ces questions et qui vais assurer la médiation avec Célia et qui va lui poser vos questions pour vous entre chaque partie. Et je vais garder certaines questions pour la fin qui seront peut-être des questions plus longues à développer. Voilà, donc je vous propose de poser toutes ces questions dans le chat. Et puis comme ça, on va garantir le bon déroulé du cours et on va essayer de pouvoir tout finir à temps. Voilà, sans plus attendre, je ne sais pas si Margot, tu voulais ajouter quelque chose? Non, pas du tout. Mais merci à tous d'être là. Merci à toi, Clémence, qui est au Mexique en plein décalage horaire, de te réveiller aujourd'hui pour donner ce cours avec Célia et ravie de toutes vous voir. Merci Margot. Ravie, c'est clair de toutes vous voir et c'est toujours très plein d'émotions de vous voir vous connecter au fur et à mesure. Voilà, Célia, écoute, si tu veux prendre la main et la parole, je te propose de partager ton écran et puis j'ai hâte de, de découvrir tout ce que tu vas nous partager. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction. En tout cas, bonjour à toutes. Je vais lancer dès maintenant le cours. Alors, hop. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez quelque chose? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ma question, c'est est-ce que vous le voyez en plein écran ou est-ce que vous voyez mon ordinateur? On voit tout l'écran, on voit pas ton ordinateur. Ouais, tout l'écran. Alors, si je fais peut-être ça devrait marcher. Là, c'est bon? On voit en Voilà la plus. présentation de l'écran. C'est parfait. C'était parfait. Ah, ok. Alors, je vais du coup, en fait, aller à l'essentiel très rapidement parce que comme vous a dit Clémence, en fait, je vous ai mis énormément de contenu.
Et on a un temps qui est quand même assez restreint. Donc, l'idée, en fait, ici, c'est pas du tout de vous apprendre à peindre, c'est plus, en fait, vous expliquer les termes, de vous donner des pistes et des outils pour ensuite aller vous-même faire vos recherches pour vous former. Donc, en fait, un contexte assez rapide. À la base, moi, j'évoluais en galerie d'art. Voilà, j'avais envie d'ouvrir une galerie. Et puis, je suis tombée, en fait, dans la peinture. Et après, c'était très compliqué de m'arrêter. Donc, je me suis écoutée et puis j'ai continué. Et je me suis rendu compte très rapidement, en étant donc autodidacte, qu'il y avait un manque d'explications simples, qu'en fait, la peinture à l'huile était toujours mise sur un espèce de piédestal sacré et considérée comme utilisable en fait par l'élite des artistes. Et en fait, ça, si vous voulez, ça se ressent quand on fait des recherches et tout est expliqué de manière très compliquée. Et j'avais un peu l'impression que tout était fait pour soit gatekeep, mais en tout cas, en fait, pour faire un peu peur. Et en fait, il s'avère que la peinture à l'huile est pas si compliquée que ça. Il y a des règles qui sont à suivre, mais pour moi, en fait, la peinture à l'huile fait partie des plus simples parce qu'elle vous donne un élément qui est précieux, qui s'appelle le temps. Parce qu'en fait, ça met vraiment beaucoup de temps à sécher. Donc, vous avez vraiment le temps de pouvoir la travailler. Donc, on va d'abord voir en fait une introduction avec les matériaux, les étapes, les outils. Ensuite, on va passer un peu de théorie, là, on ira assez rapidement. Puis de la technique. Et on va ensuite voir ce que j'ai regroupé au fur et à mesure des années pour aller vers une pratique plus écologique, notamment parce que en fait, je me suis retrouvée face à des allergies et quelques problèmes parce que j'étais dans un studio qui était très petit. Et à la fin, je vous ai mis, mais ça, on ne le verra pas ensemble, je pense, je vous ai mis une liste de ressources, voilà, de vidéos et de cours, de livres, de sites et d'applications aussi téléphone qui sont très pratiques pour aller plus loin et pour faire des exercices. Alors, pour commencer, je vois pas ma présentation parce que j'ai les visages de tout le monde devant. Alors, excusez-moi. Bon, là, ça devrait aller, je pense. J'ai perdu ma souris, c'est très problématique. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi. Alors, dans la peinture à l'huile, il y a plusieurs étapes. Il y en a pas mal qu'on a déjà vu en fait avec le cours de Sophie Simonet il y a quelques semaines. Donc, il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas insister. Il faut savoir qu'il y a deux manières d'apprêter. Donc, il y a l'apprêt universel qui est une base de plâtre et d'acrylique. Et il y a aussi l'apprêt à l'huile. Alors, l'apprêt à l'huile, je ne le conseille pas nécessairement quand on débute, mais en tout cas, il est très pratique parce que c'est vraiment peindre comme sur du beurre, en fait. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a les deux. Il faut savoir que l'apprêt à l'huile est aussi beaucoup plus onéreux, donc il faut se le réserver peut-être pour un peu après. Ensuite, on prépare sa photo, on prépare sa scène de référence, on trace le dessin, on va voir dans les techniques les différentes solutions qu'on a pour ça. Ensuite, on prépare et on organise sa palette. Donc là, il y a deux écoles. Soit on positionne en fait les couleurs sur la palette directement sortie du tube, soit on vient prémixer ces couleurs qu'on positionne ensuite sur la palette. Pour la pose de la peinture sur le support, on a deux grandes techniques. Donc, on a le wet on wet, qui est du mouillé sur mouillé. Donc, c'est un travail en couche par couche, sans attendre que la couche inférieure ne sèche. Et on a le wet on dry, donc le mouillé sur sec, où là, en fait, on doit attendre que la couche soit complètement sèche, alors sèche juste au toucher, avant de mettre la couche d'après. La wet on wet permet un travail en fait sans médium. On verra après que c'est un bon moyen de pouvoir détourner l'utilisation de nombreux produits. Et le wet on dry, par contre, il va impliquer le respect de certaines règles de chimie pour éviter notamment les craquelures. Ensuite, on attend donc le temps de sèche qui, avec la peinture à l'huile, en fait, s'appelle le temps de cicativation. Là, c'est pareil, c'est un terme qui fait assez peur, où en général, on insiste énormément sur le fait qu'il faut faire
extrêmement attention et qu'il faut extrêmement respecter les temps. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. On va voir pareil après pourquoi. Et ensuite, là, la différence, là, par exemple, de l'acrylique, c'est qu'on va stocker d'abord ces toiles et on les vernira ensuite. On vernit plus tard pour éviter des problèmes de craquelure encore. Le vernis, c'est vraiment un sujet qui est très complet en fait dans la peinture à l'huile, mais je voulais résumer en quatre pans, on va dire. Donc, il y a le vernis définitif, en fait, qui est le vernis qui est le plus connu, on va dire, et qui, lui, nécessite, en fait, le plus de pratique. Et on va devoir l'appliquer au bout de 6 mois à 1 an, parce que sinon, il ne va pas permettre, en fait, à la pâte de sécher correctement, et ça va engendrer des craquelures. Donc, il y a une solution pour ça, si on veut vernir plus tôt, qui s'appelle le vernis de retouche. Qui n'est pas vraiment un vernis définitif, mais qui sert suffisamment à protéger une œuvre pour une exposition, pour l'envoyer à des collectionneurs. Et le vernis de retouche, on le pose en général après 2 ou 3 mois. Et là, en fait, c'est tout le problème des vernis, c'est que parfois, en fait, on a un temps qui est imparti pour des expositions, pour la livraison d'œuvres, pour le transport d'œuvres, pour un changement de studio, pour l'envoi de peinture dans un stock, etc. Et on n'a pas la capacité d'attendre autant de temps pour vernir. Donc, soit on ne vernit pas du tout, et c'est OK, il y a plein d'artistes qui ne vernissent pas, soit en fait on peut utiliser un vernis qui s'applique dès lors que la couche picturale en fait est sèche au toucher. Pour savoir si la couche picturale elle est sèche au toucher, il suffit de mettre sa main ou son doigt, histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Si on sent que c'est froid, frais, il faut encore attendre un peu. Et si vous avez des endroits où il y a plus de matière, je vous invite à prendre votre ongle, à faire une petite marque. Si la marque de l'ongle reste, ça veut dire que ce n'est pas assez sec et qu'il faut attendre. Ce vernis-là, j'en connais que un. Il est de la gamme Gamblin. C'est le vernis Gamvar. C'est le vernis que j'utilise en général pour les expositions. Il est facile d'utilisation. Je conseille son utilisation avec le pinceau de la même gamme parce que voilà, il a été créé pour ça. Seulement, ça reste des produits qui sont toxiques en fait, qu'il y a des vapeurs. Alors même si on ne les sent pas à l'odeur, ça reste quand même toxique. Donc aujourd'hui, moi, je fais partie de la team qui ne vernit plus ces peintures parce que je n'ai pas encore trouvé de solution qui me plaît. Il en existe apparemment, mais je ne l'ai pas encore testé, mais on pourra voir ça dans les questions plus tard. Donc, pour les outils, vous avez besoin donc de vos tubes d'huile de différents supports. Vous avez besoin de pinceaux de différentes tailles et différentes formes qui vont vous permettre en fait d'atteindre de faire des formes et des effets différents. Vous avez besoin de palettes, de chiffons, d'un ou plusieurs couteaux. Couteaux soit simplement pour nettoyer la palette, soit pour peindre avec en couches épaisses. Vous avez besoin d'un éclairage adéquat, de solvant médium, d'huile et de cicatif. Cette dernière étape, c'est l'étape qui fait flipper, on va dire, tous les gens qui se mettent à la peinture à l'huile. On va le voir après. Et en fait, il y a des solutions aujourd'hui pour pouvoir utiliser ces produits, pour pouvoir respecter les règles de chimie facilement ou carrément, en fait, ne pas les utiliser et les éviter. Donc, pour les tubes de peinture, vous avez globalement 3 grandes sections qui sont donc les Student, Artist et Professional Grade et en fait qui varient, qui ont une gamme de prix très différente. Vous allez trouver aussi le terme fine et extra fine et ça c'est par rapport en fait à comment sont broyés les pigments. Donc, plus les pigments sont broyés, plus c'est extra fin et plus il y a de pigments dans votre peinture et plus elle est chère. Le prix des peintures est basé sur la qualité du liant et la qualité du pigment, mais surtout par rapport en fait, à la quantité de pigments qui se trouvent dans le produit. Donc, sur une student grade, il y a moins de pigments que sur des gammes professionnelles. Là, je tiens aussi à préciser que ce n'est pas parce que la qualité est dite supérieure ou que le prix est plus élevé que ça va être votre choix de prédilection.
Je m'explique. Par exemple, Rembrandt est de qualité supérieure à Van Gogh. Pourtant, entre les deux, je choisis de loin Van Gogh. C'est une question de feeling. En fait, la peinture à l'huile, c'est vraiment tout est dans le feeling. Le pinceau, c'est le feeling. La texture de la peinture, c'est le feeling. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment pratiquer. Il faut prendre en compte les techniques et les théories, mais il faut surtout pratiquer. Il y a que comme ça que que vous allez trouver en fait ce que vous préférez faire. Pareil, entre Winsor et Newton et Rembrandt, je préfère... Non, pardon, entre Winsor et Newton et Norma, je préfère Norma. Donc là, je vous ai mis les prix. Tous les prix qu'il y a dans cette présentation sont issus du géant des beaux-arts. Je ne vous ai pas fait plus de recherches que ça sur différents fournisseurs parce qu'en fait, je n'habite pas en France et j'habite pas en France depuis très longtemps, donc je ne connais pas du tout les prix voilà, du territoire. Ensuite, donc, sur les supports, on a vu la majorité des supports avec le cours de Sophie Simonet la dernière fois. Et là, moi, je vous ai vraiment mis les 2 supports qui me semblent adéquats en fait, au démarrage de la peinture. Tout simplement parce qu'on m'a donné en fait un tips que j'ai trouvé très précieux, qui est quand on démarre, il ne faut pas du tout privilégier la qualité, mais la quantité. Parce qu'en fait, la courbe d'apprentissage, elle est exponentielle, ce qui veut dire que chaque seconde, chaque minute que vous allez passer à vous entraîner avec différents pinceaux, différents médiums, différentes peintures, va vous apprendre énormément sur la pratique. Et d'autant plus si on s'attaque trop en fait et on s'attarde trop à la qualité au départ, le problème c'est qu'on va être frustré parce qu'on ne va pas forcément avoir la capacité d'arriver au résultat que l'on souhaite. Donc ici, vous avez 2 solutions plutôt pas très chères en fait, qui sont le bloc de grains entoilé. Je ne l'ai pas ici. Bon, c'est comme des blocs de feuilles de papier, sauf qu'en fait, c'est de la toile. Et c'est très pratique pour aller faire des tests, par exemple, de croquis rapides ou alors tout simplement tester les mélanges de différentes peintures et comprendre les résultats. Le carton entoilé, il est très pratique parce qu'il est rigide, donc on peut le mettre sur on peut le mettre sur un chevalet ou sur une table, on peut le déplacer facilement. Je privilégie ça pour le démarrage aussi parce que ça va prendre peu de place dans votre atelier avant de vous encombrer avec des toiles parce que mine de rien, les toiles, ça va très vite et ça prend beaucoup de place dans l'espace. Je vous ai mis donc dans chaque slide, vous allez voir, il y a du texte que je ne vais pas forcément vous lire, c'est vraiment pour que vous puissiez y revenir et voilà, avoir en fait accès aux informations après le cours. Ensuite, il y a donc les pinceaux. Connaître ces pinceaux, c'est un point qu'à prendre très, très au sérieux parce qu'en fait, votre technique et votre style dépend des pinceaux. Et vous avez des pinceaux de toutes sortes, il en existe vraiment énormément et surtout, vous avez une gamme de prix qui va du tout au rien, mais c'est assez fou la différence de prix. Vous allez avoir des pinceaux qui vont être dans les 10-30 centimes et vous allez avoir des pinceaux qui sont à plus de 100 €. Donc, il faut tester un petit peu d'abord avant de s'engager dans l'achat compulsif de pinceaux comme moi, par exemple. Et surtout, mon conseil là-dessus, c'est finalement de ne pas se restreindre juste aux pinceaux qui sont dans la section Beaux-Arts. Par exemple, moi, il m'a fallu du temps pour réaliser que par rapport au style que j'avais envie de développer et par rapport à la fluidité de mon travail, les pinceaux qui me sont le plus pratiques sont les pinceaux de travaux de peinture de construction. Donc, ça m'allège en poids parce qu'ils sont beaucoup moins chers et du coup, j'ai moins de mal aussi à ne pas vraiment les entretenir parce que je ne suis pas très douée là-dessus. Donc voilà, j'ai dû trouver des solutions après pour pallier à ça que je vous expliquerai plus tard. Donc là, je vous ai mis 2 sets qui me semblent assez complets parce que vous avez un peu tout ce qui existe et des textures et des matières différentes. Vous avez de la fibre synthétique, vous avez de la fibre rigide et souple. Donc, ça me paraît pas mal. Pour, par exemple, mixer et avoir un rendu très, très soft, on est plusieurs artistes à rigoler de ça, mais la brosse qui nous plaît le plus là-dessus, c'est les pinceaux, les grosses brosses de maquillage. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller chercher et à aller tester, en fait, par vous-même des pinceaux qui pourraient vous plaire. Voilà. Pour les palettes.
vous avez 4 types de palettes différentes et je vais vous présenter les avantages et les inconvénients. Le bois vous permet une meilleure évaluation de la valeur et des teintes parce qu'en fait, le blanc, en général, a tendance à tromper la perception de la couleur. Son inconvénient, ça peut être en partie son prix, mais pour moi, son inconvénient, c'est vraiment son entretien. C'est-à-dire que le bois, il a besoin d'être enduit, il a besoin d'être verni, il a besoin d'être nettoyé dans l'immédiat parce que sinon, sa surface, en fait, va absorber l'huile et les pigments. Et ça, dans le temps, c'est vraiment pas très agréable. Donc, j'ai fini par la mettre de côté. La palette en plastique, beaucoup moins chère. Si elle est blanche, bah, c'est le même problème c'est le problème que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la perception des couleurs, elle est transformée, donc vous n'allez pas avoir la même chose sur votre support par la suite. Et pour moi, son gros inconvénient, c'est lorsque la peinture en fait, a durci sur la palette, c'est horrible à nettoyer. Donc, je ne conseille pas forcément celle-ci. Ensuite, vous avez donc les palettes jetables. Leur avantage, c'est leur utilisation. Une fois qu'elle est pleine, on la jette, on la laisse sécher et on la jette. Mais bon, ce n'est pas très écologique. En revanche, c'est très pratique pour les voyages. Et j'ai découvert récemment qu'il y avait des artistes qui utilisaient en fait une palette jetable par œuvre et qui viennent en fait offrir cette palette aux collectionneurs. Et donc, il y a une valeur qui est ajoutée et je trouve ça vraiment chouette. Et en plus de ça, c'est beau, c'est un peu la map et la construction de la toile qui se retrouve sur la palette. Donc là, j'ai tendance à dire, bon, c'est pas très écologique, mais il y a de la valeur, on peut le garder, donc on peut même l'encadrer, donc pourquoi pas. Le mieux de tout ce que j'ai pu tester, c'est le verre trempé, qui est plus ou moins peint en dessous d'un gris bleuté, qui vous permet en fait d'avoir une perception très exacte des couleurs. Mais c'est surtout en fait la manière dont le matériau va glisser sur le verre, je n'ai pas trouvé mieux. Et à nettoyer, c'est vraiment très pratique. On a juste besoin de ça. Donc, c'est un grattoir en fait de nettoyage pour vitres. Et tout s'enlève et après, on en passe un coup de chiffon et c'est fini. Le problème, ça va être son prix. Mais il y a des solutions pour ne pas payer ce prix. Parce que, par exemple, au Géant des Beaux-Arts, une palette en verre, ça commence à 35 €. Mais tout type de verre que vous pouvez trouver, en fait, fera l'affaire. Donc, on verra dans la partie écologie les différentes solutions. Pour les chiffons, couteaux et éclairage, là, c'est vraiment ce que vous préférez. Pour les chiffons, j'ai tendance à conseiller un tissu assez épais parce que si la peinture en fait, passe au travers, vous allez vous retrouver avec de la peinture plein la peau et ce n'est pas vraiment évident à enlever. Notamment, en fait, il y a des pigments qui sont plus toxiques que d'autres. Si vous utilisez des médiums, vous n'avez vraiment pas envie de passer votre vie avec de la peinture sur le corps. Pour le couteau, celui que je vous ai mis ici, c'est celui que je trouve le plus pratique pour prémixer les couleurs et pour nettoyer aussi la palette. Il est pas mal. Vous avez plein de couteaux différents que vous pouvez aussi utiliser pour ensuite créer des impastos. Donc là, moi, je ne m'attarderai pas trop là-dessus parce que ce n'est pas du tout une technique que je pratique. Et pour l'éclairage, alors, il faut absolument éviter l'éclairage direct qui vient se poser sur l'huile parce que l'huile, en fait, est réfléchissante et elle brille. Donc, si vous avez de la lumière qui arrive dessus, vous avez des reflets et vous serez dans l'incapacité de voir vos couleurs. Il faut préférer une ampoule en fait qui reproduit la lumière du jour, on va dire de fin de matinée. Donc, c'est-à-dire une lumière qui est ni trop froide ni trop chaude. C'est un sujet voilà, qui est vraiment pareil, très, très long pour le coup, pour l'éclairage. Donc, s'il y en a qui sont déjà un petit peu avancés dans la peinture ou qui ont envie d'avoir l'installation la plus optimale dans leur studio, n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi mis des ressources là-dessus, mais voilà, je pourrais vous répondre plus aisément en dehors de cette présentation. Pour ce qui est donc de la partie qui vraiment stresse tout le monde et qui fait extrêmement peur, qui, moi, m'a presque donné envie de faire demi-tour et de revenir à l'acrylique, c'est donc les... Oups, pardon, j'ai reperdu ma souris, voilà. C'est donc le thème des solvants, des médiums, des huiles et des cicatifs. Si vous venez
tout juste de démarrer l'huile, vous attardez pas du tout là-dessus. En fait, c'est un domaine qui est assez complexe, mais qui, en fait, comme toute pratique, demande juste du temps et un peu d'expérience. Donc, on va commencer sans médium et petit à petit, on va, par curiosité, vouloir changer des choses dans la peinture. Et donc, on va ajouter des médiums et on va faire des essais. Mais si vous cherchez, en fait, vous allez vous retrouver vraiment sur un tas d'informations qui est sans fin. Donc, juste là, on va décrire les termes. Donc, un solvant appauvrit le médium, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il diminue la contenance en huile. Un médium, c'est un produit qui est utilisé pour changer, altérer en fait le matériau. Donc, on va avoir des résines, on va avoir des médiums qui vont rendre la peinture plus brillante, plus mate, qui vont permettre en fait de pouvoir faire des empattements et parfois de la réduire et de la rendre très transparente pour en faire des glacis. Ensuite, vous avez les huiles. On va d'abord commencer par les cicatifs. En fait, les cicatifs, c'est des produits qui permettent à la peinture de sécher, de durcir plus rapidement. Et là, c'est pour ça que j'ai fait une autre explication de l'huile, c'est qu'il ne faut pas croire que les huiles rendent forcément plus gras ou alors ralentissent le temps de sèche. Il y a des huiles qui ont des propriétés cicatives et il y a des huiles qui ont des propriétés anticicatives. Voilà. Je vais m'arrêter là sur ce topic parce que c'est long, mais dans les ressources, vous avez aussi de quoi approfondir. Et en fait, ces termes-là vont m'amener en fait à la théorie et un peu à l'aspect chimique de l'huile. Mais n'ayez pas peur, c'est pas si compliqué que ça. Juste les mots font peur. Voilà. Donc là, je crois que c'est la partie d'après. Donc, s'il y a des questions, Oui, merci Célia, merci beaucoup. Déjà beaucoup de choses très, très qualitatives à digérer. Merci pour ce partage. Écoute, on a une question pour cette première partie. Donc, tu as évoqué l'apparition de craquelures. À partir de combien de temps tu dirais qu'on peut en observer sur une toile? Alors, dans les ressources, je vous ai mis un lien que j'ai adoré trouver qui vous explique les différents types de craquelures. Donc, ça, après, vous allez voir quand vous allez au musée, c'est génial parce que vous allez juste observer toutes les craquelures sur toutes les peintures et vous rendre compte que même les plus grands masters ont eux aussi fait plein d'erreurs de chimie et n'ont pas forcément respecté toutes les règles de la peinture à l'huile. Et ça rassure. Ensuite, pour ce qui est du temps, alors il y a des craquelures prématurées qui peuvent arriver en quelques jours, quelques heures ou quelques semaines. Et ça, c'est vraiment lorsqu'on ne respecte pas la règle du gras sur maigre ou alors quand on dilue trop, qu'on utilise beaucoup trop de solvant. Ensuite, il y a des craquelures qui peuvent mettre des années à arriver. Par exemple, il y a des craquelures quand on roule en fait la toile, tant que la peinture est encore un peu souple, ça va pas forcément se voir. Seulement en fait le fait de l'avoir roulée, en fait la peinture va l'avoir plus ou moins mémorisée, et au moment où la peinture va vraiment sécher, ce qui peut prendre parfois des mois, voire des années, voire dans le cas extrême des siècles, et ben, les craquelures peuvent se révéler. Donc, il n'y a pas vraiment de réponse, il n'y a pas une seule réponse à cette question. Ça dépend du type de craquelure et ça dépend de quel non-respect de règle, en fait. Cette phrase n'était pas française. Ça dépend, en fait, de la règle qui n'a pas été respectée. Voilà. Mais, en fait, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que une peinture à l'huile finit quasiment toujours par craquer. Donc, en fait, il faut se déstresser aussi par rapport à ça. Mais en général, ce qu'on essaye d'éviter, c'est les craquelures sur l'échelle d'une vie. Voilà. C'est super clair. Merci beaucoup, Célia. Et tu peux passer à la théorie. Alors, sur la théorie, là, pareil, je vous ai mis plus de textes et d'informations que ce qu'on va avoir le temps de voir. Mais au moins, vous aurez tout au même endroit et facile pour aller tout rechercher. Donc, en général, on dit qu'en peinture à l'huile, il y a 3 règles d'or. La règle du gras sur maigre, la règle de l'épais sur mince et la règle du lent sur rapide. Il faut savoir que en réalité, il n'y a que
une seule règle, qui est la règle du gras sur maigre, parce que les deux autres sont réversibles quand on utilise des médiums. Donc, la règle du gras sur maigre, c'est tout simplement que quand on travaille en couche, que ce soit quand on travaille les couches sans attendre que ça sèche en dessous ou quand on attend que ça sèche en dessous, il faut que les couches supérieures soient toujours plus grasses que les couches qui sont en dessous. Ça va nous permettre d'éviter les taches, où on va avoir en fait des patchs qui sont plus brillants et d'autres plus mat. Ça va permettre d'éviter les coulures, les craquelures. On va voir après pourquoi. Ensuite, il y a la règle de l'épée sur mince. Ça, c'est plus, on va dire, une règle pratico-pratique pour vous éviter de vous embourber avec un amas de peinture qui va être trop compliqué ensuite à bouger et à modifier et à travailler. Donc, on commence généralement avec voilà, peu de peinture sur le pinceau. On place un peu ces couleurs et puis plus on avance dans la peinture, plus on rajoute de la texture, plus on rajoute du détail. Mais par exemple, quand on veut travailler en glacis, c'est-à-dire rajouter des couches transparentes voilà, pour faire des effets de lumière, bah là, on travaille clairement du mince sur de l'épais. Mais pour ce faire, on a recours à un médium pour éviter bah, des problèmes de craquelure. Encore en vrai, c'est vraiment le seul problème à éviter, c'est les craquelures et les coulures. Pardon. Donc, ensuite, vous avez la règle du lent sur rapide qui est un peu différente de la règle du gras sur maigre, mais qui finalement, en fait, est basée sur le même principe, enfin, qui est dû, en fait, au même phénomène de séchage. Il faut que la couche de séchage la plus lente soit à la base et que ensuite vous mettiez des couches donc, plus grasses qui donc, sèchent plus lentement par-dessus. Donc ça, c'est pour éviter les problèmes de retrait, les problèmes de fissuration encore. Tout ça, c'est parce que en fait, quand on dit que la peinture à l'huile sèche, c'est un abus de langage, ça ne sèche pas. Le séchage, c'est en fait un principe d'évaporation. Et la peinture à l'huile, elle est cicative. Donc, pour faire plus simple, il faut imaginer une pâte à gâteau qu'on met au four et qui ressort dure. C'est exactement ce qui se passe. Donc, en fait, ça altère son volume et ça altère sa consistance. Donc, la cicativation, globalement, c'est en fait juste le fait que l'air va venir s'immiscer dans le produit, dans la peinture, et va venir en fait durcir et fixer le matériau qui va permettre ensuite son adhération, de s'adhérer au support. Donc là, vous avez donc sur le schéma, c'est très explicite, l'oxygène en fait a besoin de plusieurs semaines, mois, années pour venir durcir la pâte. Donc là, il est logique quand on voit ça que plus la couche picturale est épaisse, plus votre œuvre va avoir besoin de temps pour sécher à cœur. Dans des cas extrêmes, vous allez voir sur le lien que je vous ai mis là juste en bas à gauche, il y a des exceptions, des cas extrêmes où ça prend plusieurs siècles pour sécher à cœur. Donc, ce principe-là, en fait, il explique tout simplement pourquoi il faut peindre gras sur maigre. C'est-à-dire que votre peinture à l'huile, en fait, elle bouge au fur et à mesure qu'elle se durcit, exactement comme un gâteau qui cuit au four. Donc, si vous peignez avec quelque chose qui est plus maigre, donc qui sèche plus rapidement sur le dessus, en fait, en dessous, ça va être liquide, ça va continuer à bouger au fur et à mesure que ça se durcit, et donc la couche du dessus va tout simplement craquer. Là, la meilleure image que j'ai à ce moment-là, c'est quand vous avez l'océan au pôle Nord, par exemple, et que vous avez la glace, et si l'océan bouge trop et qu'au-dessus, c'est assez fin, ça finit par craquer. Donc, c'est tout simplement la raison pour laquelle ça craque. C'est parce que vous avez en fait plus ou moins emprisonné et donc pas permis
à la couche d'en dessous de pouvoir avoir l'air. Quand on parlait de vernis tout à l'heure, la raison pour laquelle il ne faut pas vernir trop tôt avec un vernis définitif, c'est parce que le vernis va complètement sceller l'arrivée de l'air au sein de la couche d'huile qui est en dessous. Donc, le vernis qu'on peut appliquer une fois que c'est sec ou touché, de Gamblin, c'est tout simplement parce qu'ils ont développé un produit qui, en fait, a une qualité et une propriété qui respire et qui permettent tout simplement en fait, à l'oxygène de continuer, alors qu'il est verni, à amener l'oxygène à la peinture, à l'huile. Donc, vous avez 3 caractéristiques de la couleur. Vous avez le ton, la saturation, la valeur. Je les explique parce qu'en fait, si vous faites des recherches et que vous écoutez des cours, c'est des termes qui reviennent régulièrement, notamment ton et valeur. Alors, le ton, c'est tout simplement en fait une couleur. C'est le nom que vous allez trouver sur votre tube de peinture. Ces teintes, elles ne comprennent pas ni le blanc ni le noir. Le blanc et le noir, ce ne sont pas des couleurs, ce sont en fait des lumières. Donc, quand on parle de valeur, on parle en fait du rapport à la lumière et à l'obscurité. On parle du rapport de la couleur à sa luminosité et à sa clarté, à son obscurité. Donc, si vous avez une teinte et que vous rajoutez du blanc, elle est lumineuse. Et si plus vous rajoutez du noir, moins elle est lumineuse. Ça, cette échelle de dégradé, c'est la valeur. Et ensuite, vous avez donc la saturation qui est en fait la quantité de pigments qu'il y a au sein de votre peinture, mais qui aussi dépend du degré de broyage de votre pigment. Donc, plus c'est saturé, plus il y a pigment, plus c'est saturé, et donc moins vous allez avoir besoin de peinture pour couvrir une surface. La saturation, attention, il ne faut pas la confondre avec le principe d'opacité et de transparence, parce que l'opacité et la transparence dépendent de certains pigments, mais dépendent de médiums qui sont ajoutés dans la peinture pour arriver à ces effets-là. C'est quelque chose que vous retrouvez en fait sur les tubes. Donc, vous avez les 4 sigles et dans les ressources, je vous ai aussi mis un lien, je crois, si je ne l'ai pas oublié, qui vous explique en fait comment décrypter toutes les informations qu'il y a sur un tube. Voilà, ça peut être pratique. Donc, ce qu'il faut surtout retenir là, c'est ton et valeur. Mais j'insiste sur le valeur. Parce qu'en fait, c'est la valeur qui va vous permettre de maîtriser la luminosité sur votre toile. Et donc, c'est la valeur qui va vous permettre tout simplement de créer également des formes et de créer de la perspective. Donc, là, par exemple, à droite, vous avez 3 teintes. On va dire un magenta, un vert de vessie et un gris de peine ou gris, peu importe. Et en fait, ils sont ordonnés par valeur. Donc, sur la première ligne, les 3 teintes ont exactement la même valeur, etc. Sur les 4, elles ont la même valeur. Donc, si en fait, je passe cette image-là en nuance de gris, eh ben, chaque ligne va être exactement du même gris. C'est ce principe-là qui va vous permettre de créer des formes. Ensuite, vous avez donc ce qui s'appelle le contraste de couleurs qui vous aide aussi à créer des formes et qui vous aide à créer des ambiances de mouvement, de tension ou de concentration sur une peinture. Je vous invite grandement à avoir une roue comme celle que vous trouvez là sur le slide, parce qu'en fait, ça vous permet de pouvoir utiliser les contrastes sans emmagasiner tout en une seule fois, parce qu'il y a vraiment beaucoup à analyser et à comprendre. Donc là, vous prenez une couleur, vous tournez la roue, ça vous donne en face sa complémentaire et ça vous donne en fait les différentes valeurs avec l'ajout de différentes teintes, de différentes valeurs. Il y a quand même certaines erreurs qui sont à éviter quand on commence la peinture, c'est d'utiliser des tons qui sont trop saturés au départ, parce que c'est beaucoup plus compliqué de désaturer une teinte que de la saturer. Il faut éviter aussi de penser que pour éclairer une scène ou un élément
il faut rajouter du blanc. Le blanc, généralement, la seule chose que ça fait, c'est que ça va vous créer une sorte d'atmosphère crémeuse, on va dire, sur votre peinture. Et donc, vous allez partir, vous allez vous éloigner un peu du réalisme. Et si vous faites donc des choses de la vie du quotidien donc, qui dépendent du réalisme, vous n'achetez pas de tube noir, vous oubliez le tube noir et en fait, vous créez vos noirs. Parce que dans la nature, le noir, comme il sort des tubes de peinture, tout simplement n'existe pas. Donc, pour créer des noirs, vous avez plusieurs techniques différentes en fonction de la teinte que vous voulez lui donner. Mais vous pouvez tout simplement mélanger un rouge, un vert et un bleu qui ont des valeurs plutôt sombres et vous avez un noir. Voilà. En général, pour foncer une couleur ou pour faire une ombre, on utilise la complémentaire de cette couleur que vous retrouvez sur la roue du cercle chromatique ici. Ensuite, il y a une autre théorie qui est à connaître, mais pareil, vous y attardez pas trop. Il y a des exercices, ça prend du temps et de la pratique pour vraiment maîtriser les contrastes. Mais bon, voilà, faut savoir qu'elle existe. C'est la théorie des contrastes simultanés. C'est tout simplement le fait que une couleur, en fait, la manière dont on la perçoit dépend en fait de la juxtaposition des autres couleurs qui l'entourent. Donc, il y a plusieurs types de contrastes simultanés que vous pouvez découvrir en fait dans le livre de Joseph Albers, qui est vraiment très éducatif, qui est à la fin. Vous avez aussi en fait ce livre-là qui est en application sur l'iPad et qui vous permet en fait de bouger les couleurs et les juxtaposer les unes aux autres, et ça va vous permettre en fait de comprendre comment les couleurs en fait changent en fonction de leur relation aux autres couleurs. Donc en fait ces principes-là m'ont amené tout simplement à vous expliquer que c'est avec ça qu'on crée une forme. Par exemple, sur l'image du haut à gauche, la forme, ça peut clairement être un oiseau, un canard ou autre chose, mais pas forcément une balle avec son ombre. Ce qui permet la perception de ce cylindre avec son ombre, c'est qu'en fait, on a mis donc une teinte avec plusieurs valeurs différentes les unes à côté des autres sur l'image de droite. Et ensuite, on a ajouté à ces teintes tout simplement sa complémentaire pour fabriquer les distances et fabriquer les ombres. Si vous regardez bien en haut à droite, le bleu-gris est vraiment bleu-gris. En bas à gauche, il devient un peu plus vert. Si on revient là, on voit en fait qu'en face du bleu se retrouvent les jaunes et oranges. Et bien en fait, c'est exactement ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit ici. On a ajouté en fait une teinte de jaune ou une teinte de orange pour amener cette ambiance plus chaleureuse déjà, mais surtout plus réaliste. Et ensuite, une fois que les aplats ont été positionnés, on a tout simplement pris probablement une brosse sèche ou un pinceau, peu importe si c'est une brosse, mais un pinceau sec. Et en fait, on a joint ces couleurs ensemble. Et c'est comme ça que le dégradé et que les valeurs forment ensemble la forme. Et donc la 3 dimensions, on va dire. Voilà, pour la théorie. C'était un gros bloc, mais je vous invite à y revenir. Merci Célia, c'était super clair et je ne suis pas la seule à le dire puisque c'est ce qui se dit sur le chat. Ça donne en tout cas des envies à plusieurs de passer à l'huile. Je te partage aussi un petit mot exceptionnel, Célia, ces informations. Merci beaucoup donc, de la part de Margot qui a l'air de mettre pas mal d'autres personnes d'accord. J'ai quelques questions du coup à te poser, notamment Andrea qui demande comment tu mesures ton gras sur maigre. Est-ce que c'est quand tu travailles, comment tu mesures ton gras sur maigre? Alors, c'est expliqué en fait plus bas du coup,
je vais juste te demander d'être un tout petit peu patiente. On y arrive, on y arrive. Mais il y a des solutions simples, en fait, pour pouvoir mesurer ça et être sûr, en fait, qu'on ne déroge pas à la règle. Voilà. Super, merci. Et donc, il y avait aussi Anna qui demandait que veut dire des couches de plus en plus grasses, comment on fait une couche plus grasse. Et Maï a répondu plus gras égale médium comportant plus d'huile. Est-ce que tu confirmes? Oui, oui, oui. En fait, le gras est vraiment mesuré par l'huile. Et donc, en fait, pour faire une couche, on rajoute tout simplement de l'huile dans le médium. Le seul problème, et c'est là où ça devient compliqué et qu'on commence à s'arracher les cheveux, c'est que il y a en fait, les huiles, quand elles sont pas diluées en fait avec des solvants, leur problème c'est qu'elles jaunissent très rapidement. Et on ne veut pas que notre travail devienne juste un mélange de jaune, quoi. C'est pas très agréable. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a plein de recettes différentes avec l'utilisation d'huiles différentes. Et en fait, on conseille rarement de simplement ajouter de l'huile à la peinture au fur et à mesure. Parce que premièrement, plus on rajoute d'huile, moins ça sèche rapidement. Plus on rajoute d'huile, plus on va avoir une espèce de côté visqueux en fait au moment du séchage. On augmente aussi les risques de coulure parce que la gravité, tout simplement. L'huile, c'est lourd. Donc, en fait, au bout d'un moment, vous allez mettre votre toile au mur. Et si ça a pas, s'il y a trop d'huile, on va dire, et que ça n'a pas le temps de cicativer convenablement, l'huile va tout simplement couler. Mais on va voir après, en fait, comment quitter tout ce stress et ces recettes, parce qu'il existe vraiment beaucoup de recettes qu'on trouve facilement sur Internet, mais on s'improvise un peu chimiste et on n'est pas sûr non plus des propriétés de chaque huile. Comme je disais tout à l'heure, il y a des huiles qui sont cicatives, il y a des solvants qui n'enlèvent pas, en fait, la teneur en huile, donc qui ne vont pas, en fait, rendre le médium plus maigre. Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter après comment on fait pour être sûr de ne pas faire d'erreur de manière facile. Merci beaucoup. Tu peux enchaîner du coup. Merci. Allez. Alors, pour les techniques, ça, c'est le premier point, en fait, avec lequel je pense qu'il faut faire la paix très rapidement, c'est que la peinture, c'est une technique à part entière, que le dessin, c'est une technique à part entière et que pour peindre, vous n'êtes pas obligé de devenir un professionnel du dessin. Pratiquer la peinture va développer en fait en arrière-plan vos capacités à appréhender les proportions et donc à dessiner mieux. Quand j'ai commencé la peinture, je dessinais mal. Ce n'est pas une blague, je pourrais vous montrer sur Discord mes premiers essais. Donc, on a des outils en fait pour pouvoir améliorer la peinture sans se préoccuper de son dessin. Je vous les ai classés en fait par ordre, dans l'ordre que moi par lequel je suis passée pour arriver à ne plus utiliser d'outils du tout. Donc, on peut commencer par le projecteur. Et en fait, il ne faut pas se dire qu'avec un projecteur, on est en train de tricher. Dans les ressources, je vous ai mis un livre génialissime de David Hockney qui revient sur les secrets des plus grands maîtres. L'ancêtre du projecteur est utilisé depuis des siècles et des siècles. Donc, la sacralisation un peu de l'artiste peintre, finalement, en fait, c'est juste qu'ils ne partageaient pas leurs secrets. Il n'y avait pas Internet, on n'avait pas moyen de savoir, en fait, comment ils arrivaient à une perfection des proportions pareilles. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, on est capable de voir où sont leurs erreurs de proportion et de comprendre, de témoigner qu'en fait, c'est l'erreur non pas de leur œil, mais de l'appareil qu'ils ont utilisé. Donc, projecteur, simple, vous éteignez la lumière, vous projetez, vous tracez. Pour tracer, ne faites pas comme moi au début, pas de charbon, pas de graphite, parce qu'en fait, ça va laisser une poudre grise noire qui va salir vos couleurs et à rattraper, c'est juste l'enfer.
Si vous êtes sur un support gesso, vous pouvez tracer à la peinture acrylique, c'est très bien. Vous pouvez également tracer à l'huile, à savoir qu'il vaut mieux la diluer. Donc là, ça implique l'utilisation de médium, donc ce n'est pas forcément le plus optimal quand on commence. Mais ça, moi, c'est mon petit... ma trouvaille préférée, c'est un crayon pastel de couleur sanguine. Pourquoi sanguine? Parce que c'est juste que c'est une couleur neutre en fait. Donc elle est très facile à faire disparaître sous les coups de pinceau. De la marque Conté à Paris, qui coûte 2,75 € au Géant des Beaux-Arts et qui ne bave pas, voilà, quand on passe la peinture. Quand vous tracez les contours, l'idée, c'est pas de tracer les contours pour avoir en fait quelque chose qui ressemble à un dessin parfait qu'on pourrait ensuite afficher. Non, les contours, en fait, il faut contourer non pas les formes, mais les valeurs. C'est-à-dire que vous allez mettre, par exemple, votre image en noir et blanc ou en sépia, et vous allez en fait faire les formes, voilà, les formes géométriques, de là où vous avez des changements de luminosité. Ça va vous permettre en fait facilement de pouvoir voir et comprendre la théorie justement le principe de valeur et comment ça crée la forme. Donc en fait, ce qui est génial avec ça, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître après vos couleurs par cœur. C'est-à-dire que si vous simplifiez, si vous respectez juste le principe de valeur, vous aurez un rendu plus ou moins réaliste sans forcément avoir utilisé la bonne teinte. Parce qu'arriver à la bonne teinte, c'est pareil, ça nécessite de l'entraînement. Ensuite, vous avez donc la mise au carreau. La mise au carreau, c'est tout simplement en fait le fait d'utiliser une grille qui va nous permettre de reporter les proportions sur notre support. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que je télécharge une grille en PNG, en fond transparent sur Google. Cette grille-là, je viens la placer sur ma photo de référence sur Procreate ou sur Photoshop ou peu importe le logiciel que vous utilisez. Et ensuite, en fait, vous allez par exemple voir votre toile ou votre support et vous divisez le nombre de centimètres par le nombre de carreaux qui est présent sur votre grille. Et ensuite, juste vous tracez ces mêmes carreaux-là sur votre support. Donc, vous avez juste besoin donc, du crayon et d'une règle ou d'un mètre en métal si jamais le support est très grand et que vous n'avez pas de règle aussi grande. La mise au carreau, en fait, elle permet un tracé à main levée et en fait, elle permet de pouvoir dessiner juste sur des toutes petites parties et donc de ne pas se planter dans les proportions. Voilà, c'est juste plus facile parce que ça permet le repère. Ensuite, vous avez donc la technique du papier calque. Celle-là, je la garderai pour un moment où on a déjà un peu intégré le principe des valeurs, parce qu'en fait, ça donne, comme vous pouvez le voir là, un rendu assez grossier. Donc, en fait, je prends une feuille de papier calque et je viens donc faire le contour, pareil, donc des valeurs, comme j'expliquais tout à l'heure, avec mon crayon. Ensuite, je viens retourner le papier calque, je prends un pinceau avec de l'eau et de l'acrylique, mais bon, ça va être plus, ça sèche rapidement, donc ce n'est pas l'idéal, ou de l'huile, et donc je trace les contours, et ensuite je viens déposer le côté tracé à la peinture sur mon support et avec le doigt ou avec une estompe, je viens appuyer en fait et marquer la matière sur le support. Ensuite, j'enlève le calque, je prends une brosse sèche et je viens refaire les traits. Le fait de prendre la brosse sèche, si on utilise de l'huile, ça permet de dispatcher l'huile et de pouvoir ensuite ne pas avoir une ligne qui est tellement huilée qu'on n'arrive pas à peindre par-dessus. Et ces techniques-là, peu à peu, vous emmènent en fait au dessin à main levée où vous êtes capable de dessiner dans les bonnes proportions sans outils. Et ensuite, une fois que vraiment le principe de valeur est intégré, on peut commencer à peindre en freehand. Et donc là, on se dissocie complètement des contours. C'est-à-dire que on vient avec des aplats plutôt grossiers au départ, on vient travailler directement la lumière. Donc, on s'intéresse
pas du tout aux détails, on s'en fiche, il faut s'éloigner vraiment, vraiment beaucoup des détails. On s'intéresse aux zones sombres et aux zones claires. Donc là, le conseil que je donne pour cette technique, c'est de mettre sa photo en sépia ou en noir et blanc. Comme ça, on n'est pas diverti par les couleurs et on fait tout simplement moins d'erreurs. Et en fait, là, on met donc de la peinture avec un médium, parce qu'il faut l'affiner pour le coup pour cette technique. Et ensuite, pour faire les zones très claires, on prend un chiffon ou des cotons-tiges et on vient enlever la matière pour révéler la lumière. Et peu à peu, en fait, la forme va se créer. Pour voir comment c'est fait, vous avez plein de vidéos sur YouTube. Vous pouvez regarder aussi même sur mon Instagram. Là, la photo de droite, c'est un réel qui est sur mon compte. Et vous allez voir qu'en fait, cette technique, elle est pas mal parce qu'elle est assez libératrice. On se sent plus libre, mais surtout, en fait, on pratique du coup les valeurs et on fait moins d'erreurs par la suite quand on commence à appliquer les couleurs. Pour les techniques de peinture, je vous ai mis une liste non exhaustive de certaines techniques. Il faut savoir que votre style dépend donc de vos pinceaux et dépend aussi en fait de l'association de ces différentes techniques. Donc, vous avez des peintres, par exemple, qui vont utiliser qu'une seule technique et d'autres qui vont tout simplement combiner différentes techniques et de là, on ressort un certain style. Donc, je vous montrerai des photos après et d'abord, on va faire la liste. Vous avez l'underpainting que vous voyez d'ailleurs sur la photo là à droite qui est en fait une ébauche monochrome où on se concentre donc, comme je disais, sur les valeurs. Le mieux, si on n'utilise pas de médium pour cette technique, c'est d'utiliser des couleurs qui ont des propriétés directement cicatives, donc qui sèchent plus vite. Pour ça, je conseille donc les couleurs terre. Donc, vous avez terre d'ombre brûlée, terre d'ombre naturelle, terre de sienne brûlée. Mais globalement, celles-ci sont utilisées pour leurs propriétés cicatives, mais aussi pour leur aspect neutre, en fait, quand on va ajouter de la couleur par-dessus. C'est bien de ne pas rester sur une toile que blanche parce que, comme je disais tout à l'heure, ça change la perception des couleurs qu'on a et donc, en fait, le résultat ne va pas être ce qu'on espérait. Ensuite, vous avez donc le blocking in et blending. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on a vu avec le cylindre et son ombre. C'est le fait de faire des aplats grossiers de différentes teintes avec différentes valeurs. Et une fois que tout ça s'est posé sur la partie qu'on est en train de peindre, on prend un pinceau et tout simplement, on vient les joindre. Le fait de joindre deux parties de cette manière, en fait, permet de nous éloigner, en fait, d'oublier les lignes parce que les couleurs vont juste graduellement passer de l'une à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le sfumato, qui est une technique qui a été développée par De Vinci et qui, en fait, a fait passer en fait, le réalisme au level supérieur, on va dire. Ensuite, vous avez le scumbling, qui est en fait le fait d'utiliser une brosse généralement à poils rigides et secs. Et en fait, on va venir, mettre la marque du pinceau et laisser les brins en fait, de pinceau apparents, leur marque apparente dans la toile. Et en général, quand on utilise cette technique, ça nous permet en fait, de faire apparaître les couleurs qui sont en dessous et donc de jouer avec les différentes couches. Ensuite, vous avez donc la technique dite alla prima, qui est tout simplement une technique donc wet on wet et en général qui se fait en une seule session. Donc là, on cherche la spontanéité, on cherche à laisser visible chaque marque du pinceau et on est obligé de trouver des astuces, du coup, pour donner l'illusion du détail. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans la peinture, je pense parce que j'ai aucune patience. Et en fait, je trouve que c'est génial de tromper autant la perception. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser, ça peut être des pinceaux, ça peut être du papier, ça peut être du tissu, ça peut être du plastique.
De Vinci, par exemple, pour la peau, il utilisait ses doigts et ses empreintes digitales pour que en fait, ces empreintes-là restent sur la peinture pour donner un aspect plus réaliste. Et donc là, c'est vraiment le fait de mettre un coup de pinceau pour créer de la texture. Et voilà, et donc du coup, vraiment donner l'illusion du détail. Vous avez ensuite donc, la technique d'impasto, donc d'empattement, que vous pouvez faire sans médium ou alors en achetant un médium d'empattement. Et donc là, en général, ça se fait avec des pinceaux larges ou voire des spatules et des couteaux. Et ce qu'on cherche avec l'impasto, c'est le jeu de lumière et d'ombre qui est créé avec par la couche picturale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un aspect sculptural, physique, trois-dimensionnel de la peinture. Et quand on est dans une pièce, cette 3 dimensions, en fait, va créer des ombres à certains endroits de la peinture et on joue, en fait, avec ça. Vous avez ensuite le chiaroscuro, qui est tout simplement le clair-obscur. Et donc là, c'est de jouer avec la théorie du contraste des couleurs et du contraste de valeurs. Le but, et surtout le contraste des valeurs, le but étant vraiment d'avoir des parties complètement sombres et dépourvues de lumière et d'autres, en fait, où on met une intensité de lumière importante. Et donc là, en fait, c'est pour créer du drame, c'est pour créer aussi un focus. Parce que notre œil est tout simplement attiré par là où il y a de la lumière. Et vous avez ensuite la technique de glacis, qui nécessite également l'utilisation d'un médium ou de plus d'huile, mais pas conseillé, par exemple, pour des glacis blancs, parce que l'huile va jaunir le blanc, et donc ça va altérer le résultat de votre peinture. Et donc là, c'est tout simplement le fait de colorer, en fait, la couche d'en dessous par des couches transparentes. Donc, on va avoir des petites photos. Ici, donc, c'est l'underpainting. Avec différentes étapes en haut. En bas, je suis désolée, c'est pixelisé, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'était un paysage avec une maison, des arbres et des collines. Et donc là, vous pouvez vraiment voir, c'est l'utilisation d'une seule couleur. Et on part de quelque chose qui n'est pas du tout détaillé et on ajoute et on retire de la matière. Et donc, cette technique-là, en fait, il faut vraiment considérer la peinture comme étant plus une sculpture, une construction. Ensuite, vous avez le blocking in blending, qui est donc les aplats qu'on vient joindre entre eux. Donc là, vous avez des aplats de couleurs qui ont été ensuite blendés ensemble. Là, vous avez un autre exemple. Ensuite, donc là, c'est le sfumato. Donc le sfumato, c'est tout simplement parce qu'en fait, le nom a été donné parce que ça donne une espèce d'aspect fumeux à l'élément. Et donc là, comme vous pouvez le voir sur le nez, la bouche, les yeux, la figure, en fait, n'est pas vraiment délimitée. En fait, si on zoome, la couleur vraiment graduellement s'en va graduellement dans le fond. Mais en général, l'utilisation du sfumato fait qu'on s'approche vraiment du réalisme parce qu'en fait, dans la vraie vie, on ne voit pas vraiment les contours des éléments du visage, enfin du corps. Le scrumbling, encore une fois, my bad, c'est tout pixelisé en bas. Où là, on voit par exemple que le blanc et le jaune, en fait, sont les couleurs qui sont en dessous et qui sont traînées. Et donc, en fait, plutôt que d'aller mettre petit pinceau chaque détail, on prend une grosse brosse et on vient mettre tous ces coups de pinceau. Et ensuite, le alla prima, voilà, qui sont faits en juste une session, dont le but n'est pas forcément d'aller dans la recherche de perfection ou de détails, mais plus de sensation. L'impasto, voilà, donc là, on se rend compte un peu à droite, et je ne sais pas pourquoi la qualité est devenue aussi basse, mais bref. En fait, sur la droite, par exemple, là, vous avez la fleur blanche, la fleur bleue, vous voyez les zones d'ombre. Ces zones d'ombre, elles sont créées par l'aspect physique, en fait, de l'impasto. Voilà, donc c'est un rendu qui est très intéressant. Je vous invite, ça, c'est les travaux de Elena Gual, qui est vraiment devenue master de la spatule, et ça peut en inspirer certains. Le chiaroscuro, voilà, qui est tout simplement le contraste. Les contrastes poussés à l'extrême. Comme vous pouvez le voir en bas sur l'œuvre de la Dame à la perle, c'est tout craqué.
Et en fait, c'est vraiment une chose commune sur les peintures à l'huile. Il y a même des médiums de craquelure voilà, pour jouer encore plus avec ça. Et voici la technique de glacis. Donc, en fait, vous voyez en haut à droite, il y a une partie qui est bleutée, grisée du visage. Et à gauche, en fait, il est en train de colorer. Donc là, c'est vraiment l'ajout du coloriage. Donc, en fait, on pousse l'underpainting et donc l'ébauche monochrome à son maximum, avec le plus de détails possible. Et on vient colorer avec des teintes transparentes. Voilà, pour les différentes techniques. Merci beaucoup, Célia. Encore une fois, dans le chat, on se dit que c'est génial et que c'est vraiment voilà, passionnant, comme dirait Agnès, wow, comme dirait Olenka. Du coup, j'ai une question de Vanessa. Pour les bauches monochromes, peut-on le faire avec des couleurs froides plutôt que chaudes? Est-ce que ça dépend des couleurs qu'on veut faire sur le final ou peu importe? Oui, complètement. Alors, pour le coup, l'underpainting, c'est quelque chose qui est très personnel, mais en effet, la teinte qui va être en dessous peut avoir un énorme intérêt sur la couche picturale qu'on vient mettre sur le dessus. Si tu es dans une optique où tu ne veux pas utiliser de médium, dans ces cas-là, je préconise de faire cet underpainting à l'acrylique. Parce que, en fait, sinon, il faut utiliser, je pense, des cicatifs parce que les tons froids, en fait, sont des couleurs qui, en général, sèchent très lentement et personne n'a envie d'attendre 3 semaines, je pense, avant de pouvoir faire la couche d'après. Par exemple, qui me vient en tête, l'artiste Chloé Wise, sur son compte, il y a énormément de photos où on voit, ou dans ses stories, je ne sais pas, où on voit en fait ses underpaintings et elle joue beaucoup de ça. Il y a vraiment du jaune, du vert, du bleu, du rose, du violet. Il y a toutes les couleurs. Voilà, donc après, tu peux expérimenter sur des petites superficies et voir en fait comment la couche du dessous va impacter ta couche du dessus. Super, c'est très clair. Encore une fois, merci beaucoup. Et du coup, je te propose d'enchaîner sur cette dernière partie. C'est parti. Alors, la raison En fait, j'ai vraiment voulu partir donc, dans une pratique de plus en plus écologique parce que, en fait, j'ai eu des allergies, j'ai eu des nausées, des maux de tête, des grosses fatigues, des réactions cutanées aux différents produits que j'utilisais. Puis ensuite, j'ai commencé à me renseigner et puis là, j'ai découvert que les cancers prématurés, c'était quelque chose à ne pas prendre à la légère chez les peintres, etc. Bref, encore une fois, quelque chose qui fait flipper dans la pratique de la peinture à l'huile. Mais en fait, il y a des solutions pour éviter tout ça. Qui, moi, quand j'ai commencé la peinture à l'huile, étaient pas vraiment mises en avant, mais qui de plus en plus sont proposées dans les magasins d'art et on en parle et les artistes les utilisent. Voilà, il y a quand même de plus en plus d'artistes qui n'utilisent plus de médium ou alors les médiums dont je vais parler après. Mais il y a aussi d'autres choses parfois qu'on peut faire. Donc, par exemple, pour la palette en verre. Si vous n'avez pas envie de mettre 35 € pour une petite palette au Géant des Beaux-Arts, vous pouvez prendre n'importe quel type de verre. Ma première palette a été un dessus de table de salon, je pense, oui, de table à café, quoi, en verre trempé, qui m'a duré des années et des années. Ma deuxième palette que j'ai trouvée ici, c'est tout simplement en fait la plaque du frigo, parce que je ne trouvais pas de palette, donc j'ai enlevé la plaque de mon frigo et c'est parfait, c'est celle que j'utilise encore aujourd'hui. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des vitres de cadre. Le seul problème avec la vitre de cadre, c'est ce que je rencontre là comme souci, c'est que c'est fin. Et donc, du coup, ça finit par casser sur les bords et devenir dangereux.
Donc, finalement, un peu à éviter, quoi. Il y a des artistes que je connais aussi qui peignent sur miroir ou sur d'anciennes fenêtres. Donc, vraiment, tout est possible. Quand le verre, il est pas teinté sur le dessous, je vous conseille de le positionner sur du bois ou sur un tissu gris, beige, ou tout, en fait, sauf du blanc. Parce que vraiment, le blanc, c'est un peu l'ennemi de l'appréciation des couleurs. Pour les chiffons, tant que le chiffon en fait est assez épais, c'est bien. Voilà, vous pouvez prendre d'anciennes nappes, d'anciens rideaux ou d'anciens vêtements. Voilà. Je n'utilise pas de chiffon, je suis mon propre chiffon. C'est un réflexe que j'ai pris, je ne sais pas comment, mais voilà, aujourd'hui, je suis incapable de faire sans. J'ai essayé, sauf que j'ai ruiné l'intégralité de mes vêtements. Mais au moins, ça me fait recycler mes propres vêtements. La peinture durcie sur chiffon, alors je ne l'ai pas là, mais en fait, va permettre de l'utiliser comme grattoir pour nettoyer la palette. Donc, en fait, une fois que le chiffon n'est plus utilisable, il faut surtout le garder parce que c'est très pratique pour nettoyer sa palette. Ou même pour ensuite nettoyer ses pinceaux, parce que ça vraiment, c'est une propriété très, très rigide, quoi, une fois que c'est sec. Ensuite, pour ranger donc, les pinceaux, j'utilise tout simplement des bocaux en verre d'alimentation et j'utilise en fait les couvercles de ces bocaux pour mettre les médiums, pour tremper ensuite mes pinceaux dedans. Voilà. J'utilise aussi les bocaux en verre d'alimentation pour y mettre les solutions et les médiums que je crée. Ou alors tout simplement pour faire tremper, comme là, voilà, mes pinceaux dans un médium qui permet que ça ne sèche pas. Normalement, ça, c'est pas à faire. Il faut juste tremper la pointe et la mettre sur une table, mais je suis une grosse flemmarde. Alors, ça, c'est la solution la plus optimale que j'ai trouvée pour la peinture en couche, le respect de la règle du grain sur maigre et surtout ne pas respirer des choses absolument atroces. Voilà, donc je pense que ça reste quand même un peu toxique, mais de loin le moins toxique. Il n'y a pas de térébenthine, il n'y a pas d'essence de pétrole et ça ne dégage aucune vapeur nocive, en tout cas cancérigène. Vous avez tout simplement un médium gras et un médium maigre. Ces médiums-là, ils sont eux-mêmes en fait déjà prémixés. Donc, c'est un mélange d'huile de lin pour l'un avec de l'huile essentielle d'aspic de lavande et pour l'autre avec un vernis d'amarre à la lavande. Si vous voulez faire par exemple que 2 couches, vous pouvez très bien utiliser que le maigre ou que le gras. Si vous êtes sûr que vous allez faire plus de couches que ça, eh bien, ça, c'est donc une vue de mes médiums. Et tout simplement, en fait, je viens couper un médium avec l'autre du plus maigre au plus gras. Et je les ai numérotés, donc 1, 2, 3 et 4. 1, c'est mon plus maigre, et 4, donc c'est pour ma couche numéro 4, qui est donc ma couche la plus grasse. Et si je n'utilise que le médium gras, je peux même aller à 5 et en couche 0, juste le maigre. L'avantage, donc l'inconvénient de ces médiums, c'est leur prix. Donc, ceux-là, c'est les petits formats qui sont à 15 €. Ceux-là, il me semble que c'est plus 30-35 €. À savoir que moi, cette quantité-là, ça me dure plus de 2 ans. Donc, en fait, c'est un investissement au départ, mais on utilise tellement peu de médium, en fait, finalement, avec la peinture à l'huile, parce qu'il est vraiment de très bonne qualité. Et donc, en fait, il va directement fluidifier et rendre la peinture à l'huile très pratique à utiliser, avec mais vraiment que quelques gouttes. Donc, le prix fait peur, mais son utilisation est super longue. Donc, la manière dont je les construis, ces médiums, j'ai tout simplement en fait pris un entonnoir et une tasse d'expresso. Et dans le premier, j'ai mis une tasse de gras et 2 tasses de maigre. Dans le deuxième,
Bon, après, en gros, vous faites vos calculs comme vous le souhaitez. Dans le deuxième, j'ai fait moitié-moitié, tout simplement. Donc, il me semble que là, j'ai mis 2 tasses et 2 tasses, mais il faut que ce soit la même chose. Dans le troisième, j'ai mis 2 tiers de gras, 1 tiers de maigre. Et dans le quatrième, là, il fallait que ce soit plus gras. Donc, j'ai mis 3 quarts de gras et 1 quart de maigre. Une fois que vos médiums, ils sont mélangés, tout simplement, vous pouvez prendre votre petit couvercle, mettre le médium de la couche numéro 1, donc le médium 1 dans le petit couvercle, et vous attaquez votre première couche. Ça sèche. Vous pouvez ensuite, une fois que c'est sec au toucher, vous voulez faire la deuxième couche, vous prenez le médium 2 et vous continuez comme ça. Et là, vous n'avez aucun moyen de vous planter. 0, c'est impossible. C'est impossible parce qu'ils ont été créés à cet effet. Ce qui est bien à faire, que parfois j'oublie de faire, c'est lorsque vous finissez votre session, de noter à quel numéro vous en êtes. Voilà, parce que si par exemple plusieurs semaines ou plusieurs mois passent avant la couche d'après parce que vous avez fait autre chose entre-temps et que vous ne vous souvenez plus, c'est un peu embêtant. Voilà, donc là, ça m'arrive par exemple avec cette peinture. Je ne sais absolument pas où j'en suis, donc je panique un peu. Donc ça fait des mois que je la laisse comme ça, attendre que la mémoire me revienne. Donc tout le topic qui paraissait super compliqué avec les solvants, les médiums, les sécatifs, etc., il est résolu avec ces produits. Il y a une alternative. Donc là, c'est très subjectif ce que je vais dire, je pense, parce qu'il y a des gens qui utilisent ces produits, qui est donc la gamme Green for Oil de chez Sennelier. Mon avis personnel sur la question, c'est que le diluant et le médium, en fait, sur quelques heures, on va dire, donc c'est-à-dire que je n'ai même pas fini mon underpainting, que en fait, le diluant et le médium deviennent pâteux. Et donc, je ne peux pas continuer à travailler. Il faut que j'attende que ça sèche avant de passer à la suite. Et en plus de ça, ça crée une forme de texture que je n'aime pas du tout. Donc, je pense que ce sont des médiums qui sont très bien, mais peut-être pour du plus petit format. En tout cas, pas pour ce que je fais. Ça ne me convient pas du tout. Ensuite, le nettoyant. Il marche très bien, il casse bien les pigments et voilà, il enlève toute la matière de vos pinceaux. Le seul truc, c'est que le pot, il est comme ça, il coûte très cher. Donc, pour une pratique quotidienne, notamment quand on est comme moi et qu'on utilise entre 15 et 30 pinceaux par session, financièrement, ça ne suit pas du tout, quoi. En revanche, leur gel, pour les glacis, je le trouve vraiment très, très bien. Il a une texture très agréable. En fait, il a de la consistance. Ce n'est pas juste du liquide. Il est un peu pâteux et il se lie très, très bien avec l'huile. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on doit nettoyer et entretenir nos pinceaux sans utiliser d'essence de térébenthine? Alors, ça a été un parcours fastidieux. Ou de White Spirit d'ailleurs, mais ça a été un parcours très fastidieux pour moi, mais j'ai fini par trouver tout ce qui fonctionne. J'ai essayé plein de choses qui ne fonctionnent pas, mais voici ce qui fonctionne. Si vous avez oublié de nettoyer vos pinceaux et qui se sont rigidifiés, en fait, ne les jetez pas. Vous mettez un pot ou une bassine dans lequel vous mettez un adoucissant, vraiment, l'adoucissant pour la machine à laver, de votre choix. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de différence entre les marques. Voilà, je prends juste un truc écologique et puis voilà. Et je les laisse tremper. Alors, je vais vous donner une fourchette de temps. Ça peut être parfois plus long. Ça dépend en fait combien de temps vous avez laissé vos pinceaux sécher. Donc, ça peut aller de 24 heures à une semaine, voire plus. Parce que si on oublie un pinceau, par exemple, avec de la terre d'ombre brûlée dessus pendant un mois, je peux vous assurer qu'il va falloir plus d'une semaine pour que vraiment ça se dissolve. Une fois qu'ils sont assouplis, donc pour s'en rendre compte, vous prenez le pinceau et juste vous voyez dans le bocal si la tête de la brosse s'assouplit. Vous sortez le pinceau et là, soit avec le chiffon plein d'huile durcie, soit avec une brosse à poil dur comme une brosse pour les ongles par exemple, vous venez en fait gratter la tête
de la peinture pour retirer en fait les morceaux durs. Et vous allez voir qu'en fait, au cœur de ce pinceau-là, la peinture s'est fait emprisonner par la première couche de peinture qui a durci et donc en fait, elle est pas sèche. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, si ce n'est pas assez suffisant, vous pouvez plonger encore ces pinceaux-là soit dans un mélange d'eau chaude et de savon noir liquide de Marseille ou alors dans du vinaigre. 24 heures, ça suffit. Et ensuite, vous pouvez tout simplement prendre le pinceau, votre bloc de savon de Marseille, et vous prenez la pointe du pinceau, vous touillez dans le bloc de savon de Marseille. Et ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est donc j'ai un gant en plastique sur ma main et je viens prendre la tête du pinceau et je touille, en fait, comme ça, dans le creux de ma main pour voilà, enlever le plus de peinture possible de la tête du pinceau. Et ensuite, je rince plusieurs fois. S'il faut, je remets du savon, etc. Et je rince et je rince. Et une fois que c'est rincé et que vous n'avez plus de peinture qui sort, vous faites sécher vos pinceaux soit à l'horizontale, sur un chiffon, une toile, soit la tête vers le bas. Si vous faites sécher vos pinceaux, la tête vers le haut, vous allez en fait avoir des résidus de peinture qui vont au fur et à mesure venir se mettre dans l'endroit où vous avez le métal qui tient en fait la tête de la brosse et ça va se solidifier et vous allez perdre la forme de votre pinceau. Et votre pinceau étant votre outil précieux, s'il perd sa forme, c'est un peu embêtant. Après, ça peut être très pratique, par exemple, pour l'illusion du détail. Tous mes pinceaux complètement décapités, je les utilise pour faire les poils, les sourcils, les cils, les cheveux. Pour le coup, c'est très pratique parce que ça part dans tous les sens et donc on a un rendu, plutôt réaliste. Ensuite, voilà. Célia, du coup, Donc, excuse-moi, je me permets de prendre la parole pour te dire, du coup, on peut, si ça te va, terminer cette présentation dans 5 minutes. ouais, on aura fini dans 5 minutes. Génial, Parfait. merci beaucoup. Pour garder les pinceaux plus longtemps, en fait, vous pouvez juste couper les bouts qui dépassent ou alors pour leur rendre leur forme, vous les touillez dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Et ensuite, normalement, ça va reprendre la forme. Si ça ne reprend pas la forme, ce que je vous conseille, c'est de tout simplement les mettre dans un médium un peu gras et puis ça va forcer la remise en place et fixer en fait la coupe de votre brosse. Ensuite, donc ça, c'était un produit que j'ai trouvé aux États-Unis, mais il ne livre pas en Europe. Donc, du coup, j'ai trouvé comment le recréer. Et c'est un produit qui permet de ne plus laver ses pinceaux ou en tout cas d'empêcher vraiment qu'ils sèchent. C'est un mélange en fait d'huile de cartame et d'huile essentielle de clou de girofle. Donc, je vous ai mis là les références que moi j'utilise. Et tout simplement, je viens mélanger ces deux huiles dans un bocal. Et ensuite, je viens à chaque fin de session, j'enlève la peinture du pinceau, je trempe dans ce produit et je laisse sur une table. Et là, je vous assure, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous pouvez revenir, c'est pas sec. Ensuite, quand on reprend la session, il faut vraiment enlever le maximum de ce mélange-là de la brosse pour pouvoir reprendre votre peinture et que votre peinture, pour le coup, elle sèche. L'huile de clou de girofle est en fait une huile qui est anti-cicative. Donc, si vous avez l'opportunité d'avoir un couvercle en fait, sur votre palette et que vous ne voulez pas que vos couleurs prémixées, par exemple, ne sèchent, vous prenez un coton ou un bout de chiffon, vous imbibez ce coton d'huile de clou de girofle, vous le déposez au milieu, vous mettez le couvercle et en fait, les vapeurs qui vont se dégager vont empêcher la peinture de sécher. Et ensuite, pour laver et entretenir la palette, si jamais justement ça a séché, vous avez besoin donc d'un grattoir à vitre qui vient en général avec plusieurs lames. Et puis vous grattez et ensuite vous retirez la peinture. S'il en reste, vous pouvez utiliser soit des lingettes pour bébé, soit de l'huile pour bébé, soit de l'huile coco. Et en fait, vous enlevez le surplus, les résidus qui restent, puis ensuite vous passez un chiffon sec. Et là, normalement, il n'y a plus rien. Et certains artistes utilisent ces résidus, en fait, dans les toiles d'après. Donc ça, c'est un autre topic. Pour emballer sans plastique, mes deux grands amis, c'est le carton ondulé et le rouleau de carton ondulé, où en fait, je viens enrouler et au niveau du châssis, je viens tout simplement agrafer le carton ondulé. Ensuite, la plaque de carton,
Si vous avez l'opportunité de la faire couper à la taille de votre toile, vous avez juste ensuite à la déposer par-dessus avant d'emballer le tout et de l'envoyer. Comme ça, c'est protégé. Vous pouvez d'ailleurs en mettre une devant, une derrière. Comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Et ensuite, ça, c'est une liste de conseils en vrac que vous pouvez lire après, revenir vers moi, me poser des questions si nécessaire, mais je ne suis pas sûre que cette liste de conseils, en tout cas, développe et amène à des questions. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, n'hésitez pas à me contacter si jamais c'est le cas. Et à la fin de cette présentation qu'on vous enverra à la suite, vous allez trouver donc des vidéos YouTube avec des cours et des conseils qui sont vraiment très, très précieux. Différents livres qui permettent en fait d'entraîner son œil et de comprendre tout simplement comment ça fonctionne, que ce soit les outils, le dessin, la peinture, voilà. Gros plus pour l'application iPad du livre de Joseph Albers. Gros plus pour le dictionnaire des couleurs, qu'on est plusieurs, je sais, déjà à utiliser, qui vous donne des combinaisons en fait qui fonctionnent. Ça vous permet de pas penser à ça pour vos compositions. Et là, vous avez donc des sites où vous allez trouver plein de sujets différents par rapport à l'huile. Wet Canvas, c'est un forum. En général, si vous avez une question, vous tapez le topic dans la barre de recherche du forum et vous allez avoir une conversation avec des peintres, en général plutôt avancés, qui vous répondent. Et qui répondent déjà en fait au topic, et vous avez tout. Et ensuite en application, je vous conseille aussi Blendoku, qui est un jeu super marrant et en fait qui entraîne votre œil à voir la différence des valeurs. En fait, c'est une application qui vous demande de classer vos couleurs en valeurs. C'est marrant, c'est éducatif et voilà, et c'est joli. Et voilà. Et c'est tout pour moi pour ce matin. C'était beaucoup d'informations. J'espère que ce n'était pas trop, en tout cas, mais au moins, vous pouvez y revenir. Non, c'était fabuleux, Célia. Vraiment, merci infiniment.